Ciao, sono Barbara Fedele e insegno al liceo linguistico Cassara. Faccio parte dell'Associazione Francofona de Sicile, un'associazione composta da persone che come me amano la lingua francese e amano diffonderla. Il libro che ho scelto di presentarvi e del quale vi leggerò alcune pagine è un testo di Eric Emmanuel Schmitt, uno scrittore a me molto caro, che ho conosciuto personalmente, il titolo del libro è Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. È un breve romanzo, un racconto, una favola, diversi livelli di lettura, per questo ho scelto di proprio questo. Si svolge a Parigi, una grande città, negli anni 60 ed è un incontro multiculturale tra persone di civiltà diverse e nello specifico di Monsieur Ibrahim et di Momo. À 13 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allée voir les putes. Mon cochon, c'était une tirelire en porcelaine vernie, couleur de vomi, avec une fente qui permettait à la pièce d'entrer mais pas de sortir. Mon père l'avait choisie, cette tirelire à sens unique, parce qu'elle correspondait à sa conception de la vie. L'argent est fait pour être gardé, pas dépensé. Il y avait 200 francs dans les entrailles du cochon, 4 mois de travail. Un matin, avant de partir au lycée, mon père m'avait dit « Moïse, je ne comprends pas, il manque de l'argent. Désormais, tu inscriras sur le cahier de la cuisine tout ce que tu te penses lorsque tu fais les courses. » Donc, ce n'était pas suffisant de me faire engueuler au lycée comme à la maison, de laver, d'étudier, de cuisiner, de porter les commissions. Pas suffisant de vivre seul dans un grand appartement noir, vide et sans amour, d'être l'esclave plutôt que le fils d'un avocat sans affaires et sans femme. Il fallait aussi que je passe pour un voleur. Puisque j'étais déjà soupçonnée de voler, autant de le faire. Il y avait donc 200 francs dans les entrailles du cochon. 200 francs. C'était le prix d'une fille, rue de Paradis. C'était le prix de l'âge d'homme. Les premières, elles m'ont demandé ma carte d'identité. Malgré ma voix, malgré mon poids, j'étais gros comme un sac de sucreries. Elles doutaient des 16 ans que j'annonçais. Elles avaient dû me voir passer et grandir toutes ces dernières années, accrochées à mon filet de légumes. Au bout de la rue, sous le porche, il y en avait une nouvelle. Elle était ronde, belle comme mon dessin. Je lui ai montré mon argent. Elle a souri. « Tu as 16 ans, toi ?»« Ben oui, depuis ce matin. » On est monté. J'y croyais à peine. Elle avait 22 ans. C'était une vieille. Elle était toute pour moi. Elle m'a expliqué comment on se lavait, puis comment on devait faire l'amour. Évidemment, je savais déjà. Mais je la laissais faire pour qu'elle se sente plus à l'aise. Et puis j'aimais bien sa voix, un peu boudeuse, un peu chagrinée. Tout le long, j'ai failli m'évanouir. À la fin, elle m'a caressé les cheveux gentiment et elle m'a dit « Il faudra revenir et me faire un petit cadeau. » Ça a presque gâché ma joie. J'avais oublié le petit cadeau. Ça y est, j'étais un homme. J'avais été baptisée entre les cuisses d'une femme. Je tenais à peine sur mes pieds, tant mes jambes tremblaient encore et les ennuis commençaient. J'avais oublié le fameux petit cadeau. Je suis rentrée en courant à l'appartement et je me suis ruée dans ma chambre. J'ai regardé autour de moi ce que je pouvais offrir de plus précieux, puis j'ai recouru dardard rue de Paradis. La fille était toujours sous le porche. Je lui ai donné mon ours en peluche. C'était à peu près au même moment que j'ai connu Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim avait toujours été vieux. Unanimement de mémoire, de rue Bleue et de la rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans l'épicerie, de 8 heures du matin au milieu de la nuit, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien, une jambe dans l'allée, l'autre sous les boîtes d'allumettes, une blouse grise sur une chemise blanche, des dents en ivoire, sous une moustache sèche et des yeux en pistache, vert et marron, plus clairs que sa peau brune tachée par la sagesse. Car M. Ibrahim, de la vie générale, passait pour un sage. Sans doute parce qu'il était depuis au moins 40 ans l'arabe d'une rue juive. Sans doute parce qu'il souriait beaucoup et parlait peu. Sans doute parce qu'il semblait échapper à l'agitation ordinaire des mortels.
surtout des mortels parisiens, ne bougeait jamais, telle une branche greffée sur son tabouret, ne rangeant jamais son étal devant qui que ce soit, et disparaissant on ne sait où entre minuit et 8 heures du matin. Tous les jours donc, je faisais les courses et les repas. Je n'achetais que des boîtes de conserve. Si je les achetais tous les jours, ce n'était pas pour qu'elles soient fraîches, non, mais parce que mon père, il ne me laissait l'argent que pour une journée. Et puis, c'était plus facile à cuisiner. Lorsque j'ai commencé à voler, mon père, pour me punir de m'avoir soupçonné, je me suis mis aussi à voler M. Ibrahim. J'avais un peu honte, mais pour lutter contre ma honte, je pensais très fort au moment de payer. Après tout, ce n'est qu'un arabe. Tous les jours, je fixais les yeux de M. Ibrahim, et ça me donnait du courage. Après tout, ce n'est qu'un arabe. Je ne suis pas arabe, Momo. Je viens du Croissant d'Or. J'ai ramassé mes commissions et je suis sortie, groggy, dans la rue. M. Ibrahim m'entendait penser. Donc, il m'entendait penser. Il savait aussi que je l'escroquais. Le lendemain, je ne dérobais aucune boîte, mais je lui ai demandé « C'est quoi le Croissant d'Or ?» Buongiorno, sono Giovanni Passaro e faccio parte dell'Associazione Francophone de Sicile per l'edizione 2020 della Via dei Librai. Ho pensato di leggere un brano tratto dal racconto La petite fille de Monsieur Lin di Philippe Claudel. Lo vedete purtroppo invertito a causa della webcam. Comunque un racconto molto interessante con un fine a sorpresa. Il racconto è del 2005. Che dire, il protagonista Monsieur Lin è un profugo, probabilmente del Vietnam, di quell'ondata di profughi che venne identificata negli anni '80 come l'ondata dei boat people. Queste pagine che vi leggo raccontano di come un migrante vede la città di accoglienza, delle difficoltà linguistiche, sociali e anche climatiche che si frappongono al suo inserimento. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, Monsieur Lin, che è un personaggio stravagante, disorientato, impaurito dalla grande città, comincia un'amicizia con un abitante locale, un'amicizia che è molto importante per la sua vita. Monsieur Lin a marché droit devant lui en n'échangeant jamais de trottoirs. Il s'est dit que s'il n'échangeait jamais de trottoirs et ne traversait aucune route, il ne pourrait jamais se perdre. Il lui suffirait de revenir sur ses pas pour retrouver l'immeuble du trottoir. Alors il marche droit devant lui en tenant l'enfant contre lui, l'enfant subitement devenu énorme à cause de tous les vêtements qui couvrent son corps. Le froid colore ses joues qui dépassent de l'aînage. La petite a bien vite un visage d'un beau rose tendre qui lui rappelle les boutons de nénuphar, ceux qui éclosent au tout début du printemps dans les mares. Lui, ses yeux pleurent, le froid fait venir des larmes qu'il laisse couler sur son visage sans pouvoir les essuyer, car il tient sa petite fille des deux mains afin qu'aucun voleur ne puisse le lui prendre. Il avance sur le trottoir, sans vraiment regarder la ville, trop occupé à sa marche même. La femme du quai et la jeune fille interprète ont eu raison. C'est vrai que cela fait du bien de bouger un peu, de marcher. Et l'enfant qui le regarde avec ses petits yeux brillants comme une pierre noire et précieuse semble penser de même. Monsieur Lin marche ainsi un long moment, se rendant peine compte qu'il repasse sans cesse devant l'immeuble du dortoir, car ne quittant jamais le même trottoir, sa promenade circulaire lui fait simplement faire le tour d'un grand pâté de maisons. Au bout d'une heure environ, il se sent fatigué et s'assoit sur un banc, face à un parc qui est de l'autre côté de la rue. Il installe la petite sur ses genoux et prend dans sa poche une enveloppe dans laquelle il a glissé du riz cuit. Il met le riz dans sa bouche, le mastique pour le rendre plus onctueux, comme une bouillie, puis le retire de sa bouche et le donne à l'enfant. Il laisse ensuite aller ses yeux tout autour de lui. Rien ne ressemble à ce qu'il connaît, c'est comme de venir au monde une seconde fois. Passent des voitures qu'il n'a jamais vues, en nombre incalculable, dans un ballet fluide et réglé. Sur les trottoirs, les hommes et les femmes marchent très vite,
comme si leur survie en dépendait. Aucun n'est en guenille, aucun ne mendie. Personne ne fait attention à personne. Il y a beaucoup de magasins. Leurs vitrines larges et spacieuses débordent de marchandises, dont le vieil homme ne soupçonnait même pas l'existence. Regarder cela lui donne le tournis. Il repense à son village comme on pense à un songe qu'on a fait et dont on ne sait plus très bien s'il est vraiment songe ou réalité perdue. Au village, il n'y avait qu'une rue, une seule. Le sol était de terre battue. Quand la pluie tombait violente et droite, la rue devenait un ruisseau furieux dans lequel les enfants nus s'écoursaient en riant. Lorsqu'il faisait sec, les cochons y dormaient en se vautrant dans la poussière, tandis que les chiens s'y poursuivaient en aboyant. Au village, tout le monde se connaissait et chacun en se croisant se saluait. Il y avait en tout 12 familles, et chacune de ces familles savait l'histoire des autres. Pouvait nommer les grands-parents, les aïeux, les cousins, connaissaient les biens que les uns et les autres possédaient. Le village en somme était comme une grande et unique famille, répartie dans des maisons dressées sur des pilotis, et sous lesquelles les poules et les canards fouillaient le sol et caquetaient. Le vieil homme se rend compte que lorsqu'il parle en lui-même du village, c'est au passé qu'il est fait. Cela lui pince le cœur. Il sent vraiment son cœur se pincer. Alors il pose fortement sa main libre sur sa poitrine, à la place du cœur, pour faire cesser les pansements. Monsieur Lin n'a pas froid sur le banc. Penser au village, même au passé, c'est un peu y être encore, alors qu'il sait qu'il n'en reste rien, que toutes les maisons ont été brûlées et détruites, que les animaux sont morts, chiens, cochons, canards, poules, ainsi que la plupart des hommes, et que ceux qui ont survécu sont partis aux quatre coins du monde, comme lui l'a fait. Il relève le col de son imperméable et caresse le front de l'enfant qui dort. Il essuie le riz qui a coulé de part et d'autre de la bouche de la petite. Il s'aperçoit soudain qu'ils ne sont plus seuls sur le banc. Un homme s'est assis qui le regarde et regarde la petite aussi. Il doit avoir le même âge que Monsieur Lin, sans doute. Peut-être un peu moins vieux tout de même. Il est plus grand, plus gros et porte moins de vêtements. L'homme esquisse sans sourire. Pas chaud, hein? Il souffle sur sa main, prend un paquet de cigarettes dans une de ses poches, tape sur le fond avec un geste précis qui fait jaillir une cigarette. Il tend le paquet à Monsieur Lin qui fait non de la tête. Vous avez raison, dit l'homme. Je devrais arrêter, mais avec tout ce qu'on devrait arrêter. Il met la cigarette entre ses lèvres d'un geste simple doux. Il allume et aspire longuement de la première bouffée. Ferme les yeux. C'est tout de même bon, finit-il par murmurer. Le vieil homme ne comprend rien à ce que dit celui qui vient de s'asseoir. Pour autant, il sent que les paroles ne sont pas hostiles. Vous venez souvent ici, reprend l'homme, mais il ne semble pas attendre de réponse. Il aspire la fumée de sa cigarette comme s'il en goûtait chaque bouffée. Il continue à parler sans vraiment regarder Monsieur Lin. Moi, je viens presque tous les jours. Ce n'est pas que c'est très joli, mais l'endroit me plaît, il me rappelle des souvenirs. Il se tait. Jette un œil à l'enfant sur les genoux du vieil homme, puis il regarde le vieil homme engoncé dans ses couches de vêtements, et revient ensuite au visage de l'enfant. Une belle petite poupée que vous avez là. Comment s'appelle-t-elle? Il joint les gestes à la parole, montrant l'enfant du doigt et relevant le menton d'un air interrogatif. Monsieur Lin comprend. Sans Dieu, dit-il. Sans Dieu, reprend l'homme. Drôle de prénom. Moi, c'est Bark. Et vous? Et il lui tend la main. Taolai, dit Monsieur Lin, selon la formule de politesse qu'on utilise dans la langue du pays natal, pour dire bonjour à quelqu'un. Et il serre dans ses deux mains la main de son voisin, une main de géant, aux doigts énormes, calleux, bleussés, striés de crevasses. Eh bien, monsieur, bonjour, monsieur Taolai, dit l'homme en lui souriant. Taolai, répète une fois encore le vieil homme,
tandis que tous deux se serrent longuement la main. Salve a tutti, sono Enza Morana, sono una docente di lingua e cultura francese presso l'Istituto Superiore Regina Margherita di Palermo. Sono anche una socio dell'Association Francophone de Sicile, una associazione che si occupa della diffusione della lingua e della cultura francofona e ne faccio parte praticamente dalla sua fondazione. Il brano che ho deciso di leggervi oggi per la via dei librai è tratto da uno dei libri di memorie di Simone de Beauvoir, La force de l'âge, libro pubblicato nel 1960, in cui la Beauvoir ci racconta della sua vita e della sua opera. Il brano che ho scelto di leggere per voi riguarda Marsiglia. È una città in cui la stessa Simone de Beauvoir si trovò a vivere, in quanto vi si trasferì dopo avere avuto l'assegnazione di una cattedra per l'insegnamento nei licei. Si tratta di una descrizione e riflessione dell'autrice sulla città e una sorta di sfida dell'autrice stessa con la città che lasciando Simone de Beauvoir, lasciando Parigi, vi si ritrovava da sola, ma Marsiglia mette veramente pochissimo a conquistarla. Ho scelto di leggere questo brano perché quando lo lessi per la prima volta una trentina di anni fa, mi ritrovavo io stessa a vivere in quella stessa città e a provare le stesse sensazioni, le stesse emozioni descritte da Simone de Beauvoir, lo stesso entusiasmo. E quegli stessi sentimenti posso dire di provare ancora adesso rileggendo questi stessi passi, da cui fatico quasi a separarmi. Quindi vi leggerò questo brano che ho scelto per voi su questa città che ormai è sempre più internazionale, che è stata capitale europea della cultura nel 2013 e che affascina così come sapeva già affascinare ormai più di 60 anni fa. Passo quindi alla lettura. Dans toute mon existence, je n'ai connu aucun instant que je puisse qualifier de décisif. Mais certains se sont rétrospectivement chargés d'un sens si lourd qu'ils émergent de mon passé avec l'éclat des grands événements. Je me rappelle mon arrivée à Marseille comme si elle avait marqué dans mon histoire un tournant absolument neuf. J'avais laissé ma valise à la consigne et je m'immobilisais en haut du grand escalier. Marseille, me dis-je, sous le ciel bleu, des tuiles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes couleur d'automne. Au loin, des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée, et des gens allaient, venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais. Et je regardais la grande cité inconnue où j'allais sans secours tailler au jour le jour ma vie. Jusqu'alors, j'avais dépendu étroitement d'autrui. On m'avait imposé des cadres et des buts. Et puis, un grand bonheur m'avait été donné. Ici, je n'existais pour personne. Quelque part, sous un de ces toits, j'aurais à faire 14 heures de cours chaque semaine. Rien d'autre n'était prévu pour moi.
pas même le lit où je dormirais. Mes occupations, mes habitudes, mes plaisirs, c'était à moi de les inventer. Je me mis à descendre l'escalier. Je m'arrêtais à chaque marche, émue par ces maisons, ces arbres, ces eaux, ces rochers, ces trottoirs qui peu à peu allaient se révéler à moi et me révéler à moi-même. Sur l'avenue de la gare, à droite, à gauche, il y avait des restaurants aux terrasses abritées par de hautes verrières. Contre une des vitres, j'aperçus un écriteau « Chambre à louer ». Ce n'était pas une chambre selon mon cœur, un lit volumineux, des chaises et une armoire, mais je pensais que la grande table serait commode pour travailler. Et la patronne me proposait un prix de pension qui me convenait. J'allais chercher ma valise et je la déposai au restaurant de la Mirotée. 2 heures plus tard, j'avais rendu visite à la directrice du lycée. Mon emploi du temps était fixé. Sans connaître Marseille, déjà j'y habitais. Je partis à sa découverte. J'eus le coup de foudre. Je grimpais sur toutes ces rocailles, je rôdais dans toutes ces ruelles, je respirais le goudron et les oursins du vieux port. Je me mêlais aux foules de la Canebière, je m'assis dans des allées, dans des jardins, sur des cours paisibles où la provinciale odeur des feuilles mortes étouffait celle du vent marin. J'aimais les tramways brimballants où s'accrochaient des grappes humaines et les noms inscrits à leur front. La Madrague, Mazargues, les Chartreux, le Roucablon. Le jeudi matin, je pris un des autobus Mattei, dont le terminus se trouvait tout près de chez moi. De Cassis à La Ciotat, j'ai suivi à pied des falaises cuivrées. J'en éprouvais de tels transports que lorsque je remontais le soir dans un de petits cars verts, je n'avais plus qu'une idée en tête. Recommencer. La passion qui venait de me mordre m'a tenue pendant plus de 20 ans. L'âge seul en est venu à bout. Elle me sauva cette année-là de l'ennui, des regrets, de toutes les mélancolies et changea mon exil en fête. Ecco, spero che vi sia giunta la passione con cui Simone de Beauvoir parla di questa città. Grazie per avermi ascoltata.